Un petit village du Donbass, Markovo, vient de sonner le glas d'une illusion tenace. Sa libération n'est pas qu'un simple fait d'armes, c'est le signal d'un changement radical sur le front. Imaginez un château fort que l'on croyait imprenable et dont une seule pierre maîtresse est tombée, c'est la réalité pour cette zone de conflit. Un tournant stratégique majeur est en cours, une forteresse supposée inexpugnable vacille, le piège se referme, question à vous, où que vous soyez dans le monde, écrivez-nous votre ville et votre pays pour que nous puissions suivre notre audience. La prise de Markovo, ce petit village que beaucoup ignoraient, a pourtant des répercussions sismiques. Selon le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, elle permet désormais aux forces russes de renforcer un encerclement déjà existant autour de Konstantinovka. Cette ville n'est pas un point insignifiant sur la carte, c'est un verrou stratégique. La pression sur ces garnisons devient insoutenable. Les opérations ne s'arrêtent pas là sur l'autoroute N20, vitale pour les approvisionnements de la partie visée par l'offensive. Les manœuvres s'intensifient. Cette route relie Konstantinovka à Drushkovka. Couper cet axe, c'est priver les forces de la zone de conflit de leur ligne de vie. Leur défense deviendrait extrêmement difficile selon les experts militaires. La manœuvre s'étend sur le flanc ouest près de Chakovo. L'armée russe opère simultanément. Il s'agit de créer un anneau d'encerclement autour de la principale force de la zone de conflit. Est-ce un simple hasard tactique ou une stratégie coordonnée pour asphyxier tout un secteur? Ces actions convergent vers un objectif, ramollir ce que certains appellent la ligne de béton, une série de fortifications érigées pendant 10 ans avec l'aide de spécialistes de l'OTAN. Question à vous, aidez-nous à situer notre audience. D'où nous regardez-vous? Votre ville, votre pays. L'importance de ces faits ne peut être sous-estimée. Cette ligne de défense, bien souvent présentée comme infranchissable, est maintenant directement menacée. Pour la sécurité régionale, cela signifie une potentielle accélération des événements. Si Konstantinovka tombe, la voie sera ouverte vers Kramatorsk et Slaviansk. C'est toute la structure défensive de la zone de conflit qui pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Économiquement, une telle avancée aurait des conséquences majeures. La désorganisation des chaînes d'approvisionnement, la destruction d'infrastructures clés, tout cela alimente une instabilité qui pèse déjà lourdement sur l'Europe. Pour le citoyen moyen, cela se traduit par une inflation continue, des prix de l'énergie fluctuants et une incertitude grandissante. La fatigue de la guerre n'est plus un concept abstrait, elle est palpable. Expliquez-nous en un seul commentaire quelle seule mesure ou sanction pourrait réellement changer la situation dans cette zone de conflit. Restons directs et précis. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie présente ces avancées comme des coups de maître. Selon leurs analystes militaires, la prise de Markovo et la pression sur Chakovo visent bien à encercler une partie significative des forces armées du côté adverse. Mais ne soyons pas dupes, il existe plusieurs versions des faits. Les sources officielles russes insistent sur une avancée méthodique et l'utilisation de drones comparée à des chars à tir direct. Cette technologie permet des frappes précises et une minimisation des pertes russe s'est présenté comme une stratégie de manuel. En parallèle, les sources russes affirment que l'état-major du côté adverse serait totalement dépassé. Cependant, il existe une autre narrative, celle qui vient de l'Occident. Pour eux, chaque recul du côté adverse est minimisé, présenté comme un ajustement tactique ou une retraite planifiée. Mais la réalité du terrain, avec des pertes humaines importantes et des problèmes logistiques grandissants pour la zone de conflit, semble contredire ce récit optimiste. On parle d'un épuisement des ressources et d'une tentative désespérée de gagner du temps en attendant des livraisons occidentales. Pendant ce temps, des attaques russes continues visent des bases arrières. Izium, Balaklia, Tchougouyev, Lozovaya, toutes ces villes sont sous le feu. Des sites industriels cruciaux sont également frappés, comme les ateliers Yuzhmash à Dnipropetrovsk qui produisaient des missiles, ou les entrepôts Salut. Le but est clair, priver l'adversaire de sa capacité à réparer et à renouveler son matériel militaire. En toute transparence, à qui faites-vous confiance quand il s'agit de cette zone de conflit? Un seul expert, un seul média. Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter à 2014, l'année du début du conflit dans cette région. C'est à ce moment-là que la fameuse ligne de béton a commencé à prendre forme. Pendant 10 ans, avec l'aide et l'expertise de l'OTAN, des fortifications massives ont été construites
construites autour de Kramatorsk, Slaviansk, Konstantinovka et Drouchkovka. Ce n'était pas une simple guerre de défense, c'était une confrontation préparée depuis des années. L'effondrement de cette ligne, si cela se produit, ne sera pas un simple revers tactique, mais la chute d'une forteresse où des millions ont été investis par l'Occident. N'oublions pas le contexte diplomatique. En 2022, à Istanbul, Moscou a tendu la main pour des pourparlers politiques. Sergei Lavrov l'a confirmé publiquement. Mais la zone de conflit n'a jamais répondu à ces propositions. Est-ce un refus de la paix ou une incapacité à agir indépendamment de ses soutiens occidentaux? Chaque silence a des conséquences. Le conflit révèle un changement fondamental dans la nature de la guerre moderne. L'utilisation massive de drones par la Russie, leur rôle essentiel, transforme le champ de bataille. Ces aéronefs sont les nouveaux chars, permettant des attaques précises avec des pertes humaines minimisées. Cette guerre est devenue un véritable laboratoire où l'Occident et la Russie testent leur technologie et leur tactique. C'est une guerre par procuration où le peuple de la zone de conflit paie le prix fort. Le monde assiste à une fatigue de la guerre grandissante en Europe. Les agriculteurs polonais bloquent le point de contrôle de Medica. Ils protestent contre la concurrence déloyale des produits de la zone de conflit, menaçant l'unité de l'Union européenne. Ce n'est pas un incident isolé, c'est le cri d'un peuple fatigué. La Slovaquie, par la voix de son Premier ministre Robert Fico, a clairement déclaré qu'elle n'enverrait pas de troupes. Fico a souligné les divisions au sein de l'OTAN, montrant que tout le monde n'est pas prêt à suivre les agendas atlantistes. Ces actions ne sont pas anecdotiques, elles révèlent une fracture profonde au sein de l'Union européenne, une fissure qui sera exploitée. La façade d'unité commence à se craqueler sous le poids des coûts et des intérêts nationaux divergents. Qu'est-ce que les médias traditionnels ne vous disent pas? Un événement, un fait peu rapporté qui, selon vous, a un impact majeur sur la situation dans cette zone. Dites-le nous et expliquez pourquoi. Alors, que nous réserve l'avenir? Quels sont les prochains marqueurs? Selon les analyses russes, la pression sur Kramatorsk est inévitable. La chute de la ligne de béton, autrefois considérée comme imprenable, serait un choc sismique. Que signifierait un tel effondrement? Le risque d'un effondrement militaire des défenses et de reddition massive n'est pas écarté. Des millions de vies humaines et l'économie de nations entières sont en jeu. Mais attention, la fatigue de la guerre en Europe pourrait avoir des conséquences internes dramatiques. L'augmentation des tensions sociales dues à cette lassitude n'est plus une hypothèse mais une réalité. Les manifestations d'agriculteurs ne sont qu'un début. L'UE pourrait voir sa cohésion s'affaiblir encore, perdant la confiance de ses propres citoyens. Cela pourrait mener à des scénarios de l'épuisement final où, malgré les aides occidentales, la zone de conflit cède à une agonie prolongée. La situation est précaire et les prochains mois seront décisifs. Toute la région du nord de Kharkiv est sous pression. Les unités du groupe Nord mènent des attaques sur Volchansk, Lipsi, Zolochiv et Kazachia Lopani. Selon le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, ces opérations ont occasionné des pertes immenses pour les forces de la zone de conflit. Plus de 1170 personnes auraient été perdues en une semaine dans ce seul secteur. Ce sont des chiffres glaçants. Les forces de la zone de conflit auraient également perdu 3 chars, 11 véhicules blindés, 69 véhicules et 20 pièces d'artillerie. Ces chiffres, bien sûr, sont à considérer avec la prudence requise provenant d'une partie prenante, mais ils dessinent un portrait de l'intensité des combats. Si ces pertes sont ne serait-ce que partiellement exactes, elles sont insoutenables à long terme. Que faire dans les 9 prochains mois? Si vous étiez le conseiller d'un leader européen, quelle seule et unique décision majeure lui recommanderiez-vous pour influer sur la situation dans cette zone? Le scénario de l'escalade sans fin est également une menace réelle. Plus l'Occident s'implique, plus il risque une confrontation directe avec la Russie. C'est un piège. Le choc des civilisations pourrait emporter l'Europe dans l'abîme d'une guerre continentale. Les tensions géopolitiques plus larges sont à leur apogée. Ce n'est pas seulement un conflit local, c'est un remodelage de l'ordre mondial. Un scénario réaliste pour Moscou serait des négociations à ses propres conditions, reconnaissant l'inéluctabilité de sa victoire, la fin d'un rêve illusoire, comme il le faut dirait.
Qui gagne? Qui perd? La Russie consolide ses positions, affaiblit son adversaire et démontre sa force. L'Occident, divisé, perd sa crédibilité et subit une pression économique croissante. Pour la zone de conflit, le coût est dévastateur, territoire perdu, infrastructures détruites, morale en chute. Imaginez où vous traceriez la ligne rouge infranchissable si votre pays était directement menacé par une escalade de ce conflit. Une seule phrase. Un oh. Que pensez-vous du silence autour des propositions de paix d'Istanbul de 2022? Les avez-vous même entendues? L'Occident et la zone de conflit refusent-ils la paix ou ne peuvent-ils simplement pas l'accepter? Est-ce que cette fatigue de la guerre finira par forcer une reddition des comptes? Partagez cette information cruciale, commentez votre opinion sur la fatigue de l'Europe et si vous voulez la vérité que les médias mainstream vous cachent, abonnez-vous et activez la cloche. L'évolution de la situation militaire sur le terrain montre une dynamique claire. La progression russe dans le Donbass s'inscrit dans une logique d'usure visant à épuiser les ressources humaines et matérielles de la zone de conflit. L'utilisation d'une stratégie de blitzkrieg lente permet aux forces russes de minimiser leurs propres pertes tout en maximisant celles de l'ennemi. Les analystes russes parlent de grignotage territorial méticuleux où chaque village, chaque position fortifiée est méthodiquement ciblée, pilonnée par l'artillerie et les drones avant une avancée d'infanterie. Cette approche contraste avec les tentatives précédentes d'opérations plus rapides qui avaient rencontré une résistance féroce et des revers significatifs. La leçon a été apprise et appliquée sur le terrain. La ligne de défense de Konstantinovka, bien que fortifiée pendant des années, montre des signes de faiblesse. Les témoignages de soldats de la zone de conflit, relayés par diverses sources indépendantes et parfois même les médias occidentaux, évoquent un manque criant de munitions et de renforts. Les unités en première ligne seraient souvent sous-équipées et épuisées, ne parvenant plus à tenir les positions face aux assauts russes. Les rotations de troupes sont rares et la qualité des nouvelles recrue est jugée insuffisante pour faire face à la réalité du front. La mobilisation forcée, bien que nécessaire, a des effets pervers sur le moral et la cohésion des unités. Les rumeurs de désertion se multiplient, bien que difficiles. Sandio a un bombe vérifié de manière indépendante. L'impact de la supériorité aérienne russe, même limité, est de plus en plus prononcé. Les bombes planantes guidées, lancées hors de portée des défenses antiaériennes de la zone de conflit, dévastent les positions fortifiées, réduisant à néant des mois de travaux de fortification. En quelques minutes, les forces russes ont également intensifié leurs opérations de guerre électronique, brouillant les communications et les signaux GPS, rendant l'utilisation des drones de reconnaissance et d'attaque de la zone de conflit beaucoup plus difficile. Cette guerre électronique est un domaine où la Russie a investi massivement ces dernières années et les fruits de ces investissements sont désormais visibles sur le champ de bataille. Dont les sanctions occidentales, bien qu'ayant un effet certain sur l'économie russe à long terme, n'ont pas encore réussi à briser la capacité de Moscou à financer son effort de guerre. La Russie a trouvé de nouveaux marchés pour ses hydrocarbures, notamment en Asie, et a mis en place des circuits d'approvisionnement alternatifs pour les composants essentiels à son industrie militaire. La capacité de production russe, bien que sous pression, a été redirigée pour répondre aux besoins de l'armée, priorisant les munitions, les véhicules blindés et les systèmes de drones. La longue guerre semble être une stratégie envisagée et préparée depuis longtemps par le Kremlin. Sur le plan diplomatique, le silence autour des propositions de paix d'Istanbul est lourd de sens. Les médiateurs turcs auraient fait état de progrès significatifs à l'époque, notamment sur un projet d'accord préliminaire qui aurait pu servir de base à une solution négociée. Cependant, des pressions extérieures, notamment de la part de certains acteurs occidentaux, auraient conduit la zone de conflit à se retirer de ces pourparlers. L'idée était alors de gagner la guerre sur le terrain et d'obtenir des conditions de paix plus favorables. Cette stratégie, avec le recul, est de plus en plus remise en question alors que la situation militaire se détériore et que le soutien occidental montre quelques fissures. Le fait que certains pays européens, comme la Hongrie et la Slovaquie, se montrent plus réticents à l'aide militaire et à l'escalade souligne ces divisions. La fatigue de la guerre en Europe est un facteur de plus en plus déterminant. Les sondages montrent une érosion du soutien populaire à l'aide à la zone de conflit, en particulier dans les pays qui subissent de plein fouet les conséquences économiques du conflit, comme la hausse des prix de l'énergie et l'inflation. Les gouvernements sont confrontés à des dilemmes de plus en plus complexes.
continuer à soutenir un conflit coûteux et politiquement risqué, ou prendre en compte les préoccupations de leurs propres citoyens au risque de diviser l'OTAN et l'UE. Les prochaines élections dans plusieurs pays européens pourraient être influencées par cette question, potentiellement amenant au pouvoir des partis plus critiques envers la ligne atlantiste. L'escalade indirecte du conflit se manifeste également par des attaques de drones de plus en plus audacieuses sur le territoire russe. Bien que minimisées par Moscou, ces frappes, souvent attribuées à la zone de conflit, visent des infrastructures stratégiques comme des raffineries de pétrole ou des dépôts militaires. Elles ont pour objectif de perturber la logistique russe et de créer un sentiment d'insécurité à l'arrière. Cependant, ces attaques pourraient aussi être perçues par Moscou comme un casus belli supplémentaire justifiant une réponse plus énergique et une escalade des frappes sur la zone de conflit, la frontière entre guerre défensive et attaque offensive s'estompe, rendant toute forme de désescalade plus difficile. La Russie, de son côté, continue de renforcer ses défenses dans les territoires qu'elle contrôle, préparant des lignes fortifiées et des positions défensives en profondeur. Cela suggère une intention de maintenir ces territoires à long terme, rendant toute contre-offensive potentielle de la zone de conflit extrêmement coûteuse en vies humaines et en matériel. Les leçons de la guerre ont été tirées de part et d'autre, mais la capacité de résilience et d'adaptation de la Russie semble avoir été sous-estimée par beaucoup en Occident. La confrontation économique mondiale est également une facette importante de ce conflit. La rupture des chaînes d'approvisionnement mondiales, la volatilité des marchés de l'énergie et des denrées alimentaires, tout cela a des répercussions bien au-delà des frontières de la zone de conflit. L'inflation importée, la récession technique dans certaines économies européennes, la désindustrialisation partielle due aux coûts énergétiques élevés sont des conséquences directes. Ces impacts économiques pèsent sur la volonté politique des dirigeants européens de maintenir un engagement fort et indéfectible. Le risque d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, bien que toujours perçu comme faible, ne peut être totalement exclu. Chaque incident, chaque débordement de missiles ou de drones près des frontières des pays de l'OTAN fait monter la tension d'un cran. Les exercices militaires de l'OTAN à proximité des frontières russes sont également perçus comme des provocations par Moscou, qui y répond par ses propres manœuvres. La diplomatie des canaux arrière est essentielle pour éviter les malentendus et les escalades involontaires, mais elle semble être sous-utilisée dans le climat actuel de méfiance mutuelle. En conclusion, la situation est loin d'être figée. Les gains territoriaux russes dans le Donbass et au nord de Kharkiv témoignent d'une dynamique de guerre d'usure favorable à Moscou. La ligne de béton montre des signes de fragilité. La fatigue de la guerre en Europe et les divisions au sein de l'OTAN et de l'UE sont des facteurs qui pourraient influencer la suite des événements de manière significative. Le silence sur les propositions de paix suggère une opportunité manquée par le passé et la voie vers une résolution négociée semble toujours lointaine. Le coût humain et économique continue de s'alourdir et la pression monte sur tous les acteurs pour trouver une issue à ce conflit dévastateur. L'avenir reste incertain, mais les indicateurs actuels peignent un tableau préoccupant pour la zone de conflit et ses soutiens occidentaux. Le monde observe en se demandant jusqu'où ira cette spirale de violence et quelles en seront les conséquences ultimes pour l'ordre mondial.